Mesdames, Messieurs, fidèles abonnés de SOE TV, bienvenue dans un nouveau numéro de votre émission L'art de la rédaction. Nous apprenons à utiliser des mots pour former des phrases et des phrases pour créer des tests avec un seul objectif, l'esthétique littéraire dans la production écrite. La semaine dernière, nous avons débuté avec une série d'émissions sur l'épreuve de français au bac. Aujourd'hui, nous continuons avec cette série en abordant un point particulier, l'identification du problème posé dans un sujet de dissertation ou de discussion, ainsi que les différents types de consignes qui l'accompagnent. Nous aurons toujours un invité spécial et avant de l'accueillir sur ce plateau, prenons une courte pause. Là, de la rédaction, écrivons bien. C'est toujours un immense honneur pour nous de vous accueillir sur ce plateau, Monsieur Ferdinand Mitombaou. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, le plaisir est le même. Merci. Vous êtes enseignant de français en service au CEGEN de Sakété. Et Sakété, c'est dans le département du Plateau. Effectivement. Nous avions échangé sur l'épreuve de français au bac et principalement sur la maîtrise de la compétence de lecture. Aujourd'hui, nous abordons une autre partie, celle de l'identification du problème posé et des différents types de consignes qui accompagnent souvent le sujet de discussion ou de dissertation. Avant de continuer, nous voulons savoir dans quelle partie de l'épreuve se trouve la dissertation et la discussion. Merci beaucoup. La dissertation se retrouve au niveau de la deuxième partie de l'épreuve, Oui. la partie des consignes, et au niveau du grand 2, intitulé Travaux d'écriture. Oui, C'est à ce niveau qu'on retrouve les 3 exercices habituels, contraction de test, commentaires composés et dissertation. Donc la dissertation, c'est le sujet 3. Pour ce qui concerne la discussion, oui, c'est une composante de l'exercice du sujet 1, qui est la contraction de test. oui, C'est la toute dernière question après avoir fait la structure et le résumé de test. C'est l'exercice auquel les candidats sont conviés en dernier recours, donc au niveau de la toute dernière question de la contraction de test. merci beaucoup. Et comment est-ce qu'on peut assimiler la dissertation à la discussion? Parce qu'on met très souvent les deux exercices ensemble. Oui, les deux exercices sont plus ou moins les mêmes choses. Oui, Ce sont les mêmes compétences ou capacités qui sont évaluées, qu'on soit au niveau de la discussion ou au niveau de la dissertation. Il faut savoir que la dissertation, c'est un exercice d'argumentation oui, qu'on demande à l'apprenant de produire à propos d'un sujet, d'une affirmation d'auteur. Et l'apprenant fait part au correcteur de ses capacités de raisonnement, oui, de ses capacités de mobilisation et d'organisation d'idées sur le sujet en question. Au niveau de la discussion, Oui. ce sont les mêmes compétences et capacités qu'on évalue, sauf qu'à ce niveau, oui, il y a la capacité de concision des idées qui s'ajoutent. Donc, d'accord, dans l'esprit de l'exercice de contraction de test dans lequel s'inscrit la discussion, on veut voir comment un apprenant, le candidat est capable de mobiliser les idées, oui, de les organiser oui, et de les présenter dans un raisonnement cohérent et structuré, mais avec un point, un accent sur la concision, puisqu'il n'a véritablement pas de temps après avoir fait la structure et le résumé de test. Donc, c'est la petite nuance qu'on peut faire entre la discussion au niveau de la contraction de test et la dissertation. d'accord, merci beaucoup. Donc, la seule différence pratiquement qu'il existe entre la dissertation et la discussion, c'est la concision au niveau de la rédaction. Effectivement. Donc, le candidat est amené à être très précis Oui, et très direct oui, dans ses développements, alors qu'au niveau de la dissertation, il a la latitude d'aller en profondeur, de développer beaucoup plus, oui. parce que ce n'est que ça qu'il a choisi de faire au niveau de la dissertation. Merci beaucoup. Donc, nous allons rester sur la dissertation. Comment se présente généralement cet exercice-là? Quelle est sa forme? Alors, il se présente sous la forme
Vous avez d'abord, premièrement, le sujet, l'affirmation de l'auteur. Oui. Vous avez une consigne qui suit le sujet. Oui. Et vous avez les consignes qui sont en réalité le plan à suivre pour pouvoir produire une dissertation efficace. Et dans ces consignes, vous avez le problème posé Oui. qui est demandé. Oui. On demande au candidat d'identifier le problème posé. On lui demande de faire un plan de ses idées avant d'aboutir à la production elle-même. Donc, on peut schématiser en disant que c'est deux parties. Une première qui est la partie où on a le sujet oui. et la consigne. Et il y a une deuxième partie où on présente des consignes liées à la démarche à suivre pour produire la dissertation. Donc, c'est grâce à la deuxième partie qu'on arrive à traiter le sujet. Effectivement, ce sont des consignes qui orientent. On aurait pu s'arrêter au niveau de la première partie en mettant juste l'affirmation de l'auteur et la consigne. Et chaque apprenant aurait en ce moment la liberté de faire en grippe ce qu'il veut. Mais à travers les consignes qu'on met au niveau oui. de la deuxième partie, ça permet d'orienter et d'avoir des productions qui sont en réalité, qui ont en réalité les mêmes réponses plus ou moins dans la démarche. Merci beaucoup. Dans la démarche, la première question, vous l'aviez dit, c'est de dégager le problème posé. Comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, pour dégager le problème posé, il faut d'abord comprendre ce qu'on entend par problème posé. Oui. Et là, je dirais que c'est la préoccupation fondamentale du sujet de l'affirmation de l'auteur. Oui. Parce qu'il y a un propos que l'auteur tient. Oui. Et le problème posé ici invite à comprendre ce propos et à dégager la préoccupation sur laquelle il est assis. Oui. Il y a un objectif qui est derrière ce que l'auteur dit. On recherche simplement chez le candidat sa capacité à aller identifier cet objectif, à aller identifier cette préoccupation fondamentale. Et c'est sur ça d'ailleurs que toute sa production sera construite. Et il faut attirer l'attention des candidats sur le fait que le problème posé ici, contrairement à d'autres disciplines, oui. ne se formule pas sous la forme interrogative, mais plutôt sous la forme déclarative ou affirmative. Donc, souvent, on commence la formulation par le sujet pose le problème de. Et il y a un nom commun qui vient à la suite immédiatement avec au possible des compléments du nom qui peuvent s'ajouter à ce nom commun. C'est sous ce format qu'il faut présenter le problème posé pour espérer obtenir des points. Les points. Et généralement, c'est 2 points. Oui, c'est 2 points. Ça a l'air minime. Oui. Mais les candidats doivent savoir que ce sont ces 2 points qui prédisposent des points qu'ils auront plus tard. Puisque tout est lié dans la dissertation. Oui. Si le problème posé est raté, c'est que fort probablement le plan qui en découle, oui. évidemment, sera raté et la production aussi sera ratée. Donc, il vaut mieux tout faire pour avoir les points au niveau du problème posé, pour être sûr d'avoir des arguments qui restent dans le cadre du sujet et de faire une production qui n'est pas éloignée, n'est-ce pas, de l'objectif du sujet. Donc, à ce niveau, il faudra retenir qu'il faut aller rechercher la préoccupation de l'auteur ou encore l'objectif qu'il poursuit dans ses propos, justement, tout simplement. Justement. Et c'est cela qui permet de dégager le problème posé. Effectivement. Donc, c'est très important d'avoir à l'idée que c'est une préoccupation qu'on recherche. Oui. Et je pense qu'il y a même certains mots-clés qui peuvent permettre aux apprenants de capter beaucoup plus rapidement cette préoccupation, oui, sans difficulté. Par exemple? Par exemple, nous avons avantages. Un sujet peut porter sur les avantages de quelque chose. Oui. Un sujet peut porter sur les inconvénients de quelque chose. Bon, voilà, il y a des termes synonymes, hein, conséquences, inconvénients, effets néfastes. Effets néfastes et tout le reste. Il y a d'autres termes. On peut dégager comme problème le lien entre telle chose et telle chose. Oui. Ça dépend de la façon dont le sujet est formulé.
On peut aussi avoir comme terme clé permettant d'identifier le problème posé l'union. L'union. C'est dans le même sens, dans le même sillage que lien. On a également les limites, on a également la portée, on a également les difficultés. Un sujet peut présenter les difficultés de quelque chose. Un sujet peut aborder les solutions d'un phénomène. Donc, le problème posé serait là, les solutions de telle situation, ainsi de suite. Donc, tous ces mots-clés sont, je crois, des mots qui sont des facilitateurs pour le candidat pour aller rapidement vers le problème posé sans grande difficulté. Merci beaucoup. Une fois le problème posé identifié, on recommande de reformuler le sujet à partir de ses propres mots afin de mieux comprendre les propos de l'auteur. Que dites-vous de cela? Alors, à ce niveau, il faut comprendre que la reformulation dont il s'agit ici, je pense que ça vient en principe avant la formulation du problème posé. Avant la formulation du problème posé. Pour la simple raison que c'est indispensable de comprendre véritablement dans sa nature profonde le sujet avant d'être en mesure d'identifier le problème. Et la compréhension ou ce qui permet de vérifier effectivement la compréhension, c'est la reformulation. Quand la reformulation est bien faite, c'est qu'on a effectivement bien compris le sujet. Donc, il faut partir de la reformulation avant d'aboutir à l'identification du problème posé. Et je crois que pour cette reformulation, il est essentiel de partir des mots-clés du sujet. Alors, il y a une petite nuance qu'il faut faire quand on parle de mots-clés d'un sujet. C'est que ce n'est pas les mots difficiles. D'accord. Parce qu'il y a certains apprenants, quand vous leur parlez des mots-clés, ils relèvent simplement les mots difficiles. Alors que ici, quand on identifie les mots-clés, c'est pour aboutir à une reformulation. Donc, si on identifie à la place des mots-clés, des mots qu'on ne comprend pas, comment on veut faire la reformulation alors? Puisqu'on ne comprend pas le mot et il n'y a pas la possibilité d'aller vers un dictionnaire, séance tenante, pour pouvoir les comprendre. Donc, il faut normalement chercher des mots qu'on comprend et surtout qui jouent un rôle fondamental dans la construction du sens de l'affirmation du propos de l'auteur. Donc, ce sont ces mots qu'on essaye de reformuler en faisant attention à si ce sont des termes employés dans un sens connoté, si ce sont des termes employés au sens figuré, ainsi de suite. On fait attention à tous ces détails-là et ça permet de comprendre réellement le sujet. Donc, c'est comme un travail d'exploration du sujet qu'on fait, de construction du sens du sujet qu'on fait et qui permet de s'approprier ce que l'auteur a dit. Et le moyen par lequel on vérifie si on s'est vraiment approprié le sujet, c'est la reformulation qui est le point final de cette appropriation. Donc, on reformule le sujet avec ses propres termes cette fois-ci et cela permet, n'est-ce pas, d'avoir une compréhension aisée et surtout écrite sur laquelle on va s'appuyer pour se lancer vers le problème posé et toutes les autres parties de la production. Merci beaucoup. Donc, il faut reformuler le sujet avant même d'identifier en réalité le problème posé. Et la deuxième consigne, c'est le plan. Faire le plan détaillé de ta production. Comment on fait à ce niveau? À ce niveau, après avoir identifié le problème posé, on s'appuie maintenant sur on va dire, la consigne. Il y a une consigne, comme on le disait tantôt, qui suit le propos de l'auteur. Et cette consigne oriente en même temps sur le type de plan à adopter. Quand on parle de plan, il faut que les candidats se mettent à l'esprit que, en réalité, ce sont les grandes lignes de leur production qu'on attend d'eux à ce niveau. Le correcteur veut voir quels sont les arguments que toi, candidat, tu veux utiliser dans ta production qu'il lira tout à l'heure. Donc, comment tu as pu identifier ces arguments et comment tu as surtout pu les organiser. C'est cela qu'il veut voir au niveau du plan. Et la consigne permet de savoir si c'est un plan
à 2 ou 3 volets, si c'est un plan à 2 volets simplement. Donc, si on essaye de classer un tout petit peu, on va voir qu'il existe de manière générale deux types de plans. Oui. Nous avons le plan analytique et le plan dialectique. Oui. Et les consignes qui permettent d'identifier le plan analytique, nous avons la consigne commentée, oui, la consigne justifiée, la consigne montrer, prouver et toutes les autres formes de consignes qui sont construites sous le format ou bien sous le radical juste dans le mot justifié, montrer la justesse de, ainsi de suite. Donc, toutes ces consignes-là orientent vers le plan analytique. Et dans le plan analytique, on demande simplement de faire une analyse du sujet de l'auteur, des propos de l'auteur, dans le sens de justifier ce qu'il dit, dans le sens de lui trouver raison. Et ça s'arrête là. Pour ce qui concerne le plan dialectique, c'est un plan analytique d'abord, et par la suite, on ajoute les nuances et les insuffisances. Donc là, ça fait, disons, deux grands volets. Premièrement, on analyse le sujet dans le sens de proposer des arguments pour justifier ce que l'auteur dit. Et dans le second volet, on analyse le sujet dans le sens de trouver des insuffisances par rapport à ce qu'il dit. Et toutes les autres formes de consignes, que penses-tu de discuter, es-tu de cet avis, ainsi de suite, pensez-vous que se rangent plutôt dans la catégorie du plan dialectique. Dans la catégorie du plan dialectique. Revenons toujours au plan analytique. Et dans le cas où on a explique et commente, quelle est la posture qu'on doit adopter à ce niveau-là? Explique et commente. Alors, la posture à adopter avec cette consigne, c'est le plan analytique. Et dans la présentation de ce type de plan sur la copie, on doit avoir deux parties. La première partie, c'est l'explication du sujet. Et à ce niveau, l'apprenant recopie simplement la reformulation du sujet qu'il a fait précédemment. Donc, on veut voir simplement est-ce qu'il a compris le sujet qu'il veut analyser par la suite. Donc, explication du sujet, il met la reformulation du sujet. Et au niveau de la deuxième partie maintenant, on veut voir les arguments qui vont essayer de justifier les propos de l'auteur. Donc, on parle de la justification de la thèse de l'auteur. Donc, c'est bien organisé en réalité. Hein. On met un titre, d'accord, en fonction évidemment de ce qu'on veut justifier. Si par exemple, ce sont les avantages de l'éducation, on met le titre avantages de l'éducation, au lieu de mettre justification de la thèse de l'auteur qui est un terme global et passe partout. Donc, il faut spécifier le titre de la partie qu'on a proposé soi-même. Et puis, les arguments qui seront présentés sous forme verbale vont permettre de justifier ce titre qu'on a mis. Donc, en réalité, il faut comprendre que pour ce plan, c'est ces deux parties que le correcteur attend de la part du candidat. Et bien sûr, pour qu'il ait les points, c'est non seulement cette présentation qui va lui permettre cela, mais aussi la qualité des arguments qu'il va utiliser. Mais ça dit que dans le cas où on a simplement la consigne commente, on ne doit pas retrouver l'explication du sujet. L'explication se retrouve partout. Peu importe la consigne qui est employée. Peu importe si on a demandé d'expliquer ou de ne pas expliquer, on s'attend toujours dans le plan à une petite partie pour l'explication du sujet. C'est pour ça, tout à l'heure, vous allez voir que pour le plan analytique, j'ai dit deux parties, deux volets. Et pour le plan dialectique, 3. Donc, il y a toujours l'explication qui est là. Et puis, les autres parties viennent par la suite. Et dans le code du devoir, est-ce que le sujet tel que formulé dans la consigne doit revenir? C'est-à-dire, avant d'expliquer, on reprend encore le sujet. C'est possible? Alors, je ne pense pas que ce soit possible parce que l'apprenant, au niveau de l'introduction, aurait déjà inséré le sujet. Donc, il y a une partie prévue pour ça. Il met le sujet, il recopie le sujet, in extenso, ou il reformule le sujet si c'est trop long. Donc, revenir encore dans le code du devoir pour reprendre
Encore le sujet. Encore le sujet. C'est redondant et c'est plutôt dans d'autres disciplines qu'on retrouve cette manière de faire. Donc, dans la rédaction, il vaut mieux aller directement à l'argumentation. Bien sûr, après avoir expliqué le sujet. Oui, toujours. Et à la suite, évidemment, les arguments doivent être développés au lieu de reprendre encore le sujet. Les apprenants qui font ça donnent l'impression de manquer d'idées et de faire juste du remplissage pour avoir un certain volume dans leur production. Et ce n'est pas de nature à leur permettre d'avoir une bonne note. Ok, parce que ce n'est pas la quantité qui compte. Justement, c'est la qualité de la production. Justement. Le plan dialectique. Voilà peut-être la bête noire. Lorsqu'on parle d'insuffisance, les candidats se demandent si on avait déjà justifié la thèse de l'auteur. Est-ce qu'il est de revenir maintenant pour dire qu'on est contre ce qu'on a déjà défendu? Qu'est-ce qu'on demande justement de faire à ce niveau? Ce serait complètement incohérent de dire une chose de couleur blanche et de revenir dire en même temps que c'est noir. Donc, au niveau de la partie insuffisance, comme le terme le dit d'ailleurs, on ne s'attend pas à ce que le candidat aille contre tout ce qu'il avait dit précédemment. Ça serait complètement incohérent et surtout impertinent. Donc, ce qu'on veut de lui, c'est sa capacité à relativiser. C'est son esprit critique. On veut voir s'il est capable de mobiliser des arguments pour avoir une position donnée, tout en sachant que cette position n'est pas universelle, que cette position n'est pas la seule qui existe. Donc, être en mesure de voir des faiblesses dans sa propre argumentation, de voir des points sur lesquels on peut trouver des insuffisances dans sa propre argumentation. C'est ça ce qu'on veut voir. On ne veut pas qu'il aille contre. On ne veut pas qu'il nous dise dans la première partie que l'école est essentielle et qu'il revienne dire l'école n'est pas essentielle. Là, on va sanctionner, on va trouver même que sa deuxième partie est bâclée ou n'a pas du tout été faite dans les règles de l'art. Et cela va déteindre sur, n'est-ce pas, la note qu'il va obtenir plus tard. Donc, c'est très important de savoir que la partie insuffisance, c'est juste, on demande simplement de nuancer, de relever les points de faiblesse. Et il y a certains termes qui montrent réellement que l'apprenant est en train de relativiser, de relever des faiblesses. Ce sont les termes de relativisation, comme certains, comme parfois. Et ça permet de dire, ce n'est pas partout. Ce n'est pas que je vais complètement contre ce que j'avais dit précédemment, mais j'essaie de voir qu'il y a des cas, même si c'est rare, même si ce n'est pas souvent, il y a des cas dans lesquels ce que j'avais dit précédemment ne se vérifie pas. Donc c'est très important que les apprenants puissent faire cette nuance-là pour ne pas se tromper. Merci bien, merci bien. Et il y a des phrases qu'on appelle phrases de transition qui relient les différentes parties. Comment est-ce qu'on construit ces phrases de transition? Alors, les phrases de transition, c'est intrinsèquement lié à la manière dont l'apprenant, le candidat, construit sa production. Mais il y a certaines phrases qui doivent se retrouver, qu'on le veuille ou non, dans sa production. Quand je prends son corps du devoir, il commence avec l'explication du sujet. Pour passer de l'explication du sujet à la deuxième partie, à la partie justification, il est nécessaire que le correcteur qui lit la production le sente. D'abord même, avant de commencer l'explication du sujet, il est important qu'on sache qu'il explique. Il faut qu'il mette des indices pour prouver qu'il explique. Il ne peut pas commencer la production en disant, par exemple, l'éducation est la base de tout développement. Il met ça comme ça, comme début de son corps du devoir. On aura l'impression que c'est l'argumentation qui commence en même temps. Alors peut-être que lui, il est en train d'expliquer. Donc, il faut que dès le début du corps du devoir, on sente que ce qu'il fait, c'est une explication. Maintenant, par la suite, quand il veut changer de rythme, quand il veut changer de partie, passer maintenant à l'argumentation, il faut qu'on sente aussi. Et souvent, moi je préconise des questions vers la fin des parties qui annoncent les parties suivantes
Et ça donne la latitude de descendre, d'aller vers d'autres paragraphes pour pouvoir répondre à la question précédemment posée, à savoir en quoi l'éducation est-elle la base du développement. Par exemple, à la fin de l'explication du sujet, on met ça pour une interrogation et puis on descend, on met d'abord et on commence par développer les arguments. Ça permet de savoir que c'est à cette question précédente qu'on répond par la suite. Et de cette manière, ça permet au correcteur de suivre votre logique et de suivre ce que vous faites. Les phrases de transition, ce ne sont pas des formules magiques, passe-partout, qu'on met n'importe comment. Tout dépend de comment les idées sont enchaînées et de la cohérence qu'on voudrait imprimer aux différentes parties qu'on a. Aux différentes parties qu'on retrouve. Et il y a une partie très importante, bien entendu, c'est la formulation des arguments. La formulation des arguments. Comment est-ce que, selon vous, on peut réussir à formuler des arguments qui convainquent le correcteur? Alors, moi, je le dis toujours, la formulation les arguments doivent être formulés dans le plan, comme, que ce soit dans le plan ou dans la production elle-même. Les arguments doivent être formulés sous la forme verbale. Oui. Parce que c'est sous cette forme qu'on voit de manière complète l'idée que vous voulez faire transparaître. Oui. Quand vous mettez ça sous la forme nominale, parfois ça manque véritablement de détails. Et donc, il faut que ces arguments soient sous la forme verbale et soient élaborés comme des justifications, comme de réelles justifications. Oui. Donc, avec des termes comme parce que, avec des termes comme car, qui se retrouvent dedans et qui permettent clairement de voir que vous êtes en train de justifier un élément, puisque dans la partie, la partie même est intitulée justification de la thèse de l'auteur. Oui. D'accord? Si l'auteur dit par exemple que l'éducation est la base de tout développement, votre argument, à défaut de reprendre l'éducation est la base de tout développement parce que, à défaut de reprendre le sujet, au moins il faut qu'on sente que vous justifiez ça, que vous justifiez cette thèse-là. Oui. D'accord? En disant par exemple l'éducation permet de former des citoyens responsables et bien construits sur le plan intellectuel. Ça par exemple. On lit la thèse de l'auteur, on voit clairement que cette phrase que vous avez mise, qui est censée, permet de justifier la phrase qui est en haut, qui est la thèse de l'auteur. Donc, il faut que ce soit formulé sous la forme verbale pour que cela soit indiscutable. D'accord. Et quelle est la différence entre l'argument et l'exemple? Alors, la différence entre les deux, c'est surtout au niveau du caractère précis. L'exemple est plus précis que l'argument. Oui. L'exemple est vérifiable. L'argument, c'est souvent un terme, une phrase générique, générale, qui englobe beaucoup d'aspects. Qui pourrait être abstraite par exemple. Voilà, qui relève beaucoup plus de l'abstraction. Alors que l'exemple, c'est concret. L'exemple est tiré de l'actualité, l'exemple est tiré des livres, l'exemple est tiré des émissions télé, ainsi de suite. Donc, on peut donner des indices pour aller vérifier l'exemple quelque part. Par contre, l'argument, c'est global. Ça prend en compte beaucoup d'aspects. Donc, je crois que c'est la différence qui existe entre les deux. Et la qualité des exemples montre la culture littéraire, la culture générale du candidat. Et ça participe également au point qu'il obtiendra à la fin de la production. Justement. Est-ce que tous les arguments formulés doivent nécessairement avoir un exemple? En principe, oui. C'est pour ça qu'on demande aux apprenants de chercher des arguments qui leur permettront d'avoir des exemples. Mais vous savez, on sait très bien, on connaît bien le niveau de culture générale de nos apprenants, le niveau de culture littéraire de nos apprenants. Et donc, parfois, il y a certains arguments qu'ils présentent dans leur production et qu'ils reformulent jusqu'à la fin de leur paragraphe argumentatif sans aller vers un exemple. Je ne vais pas dire qu'on va les pénaliser totalement pour ça, mais ce qui est sûr, un candidat qui a pu trouver un exemple à chaque fois, à tous les arguments qu'il a présentés, aura beaucoup plus de points que l'autre qui s'est contenté d'être vague, sans précision
et donc sans mettre d'exemple. Sans mettre quelque chose de précis. Donc, dans le plan, on doit retrouver les deux, hein, que ce soit aussi bien les arguments que les exemples. Je ne pense pas que ce soit utile de mettre les exemples dans le plan. Dans le plan, ok. Il faut mettre simplement les arguments. Oui. Et c'est dans la production elle-même qu'on insère les exemples pour accompagner ces arguments. Je crois que les années précédentes, oui, on retrouvait des corrigetypes sur lesquels il y avait l'argument, il y avait aussi les exemples. Mais de plus en plus, on constate qu'il y a une uniformisation de la chose et les exemples ne sont plus considérés au niveau du plan, mais plutôt au niveau de la production elle-même. C'est-à-dire que le plan se doit d'être concis. Hein? Oui, c'est un plan concis qui présente les grandes lignes, donc les arguments que vous voulez présenter. Oui. Et c'est à base de cela qu'on vous note. Par la suite, on va voir comment vous développez ces grandes lignes que vous avez présentées dans la production. Voilà, avec les exemples qui s'y ajoutent. D'accord. Donc, je crois que toutes ces informations que vous avez données permettront non simplement de pouvoir identifier le problème posé dans un sujet, mais aussi de savoir quelle posture développer, quelle posture avoir du moins face à une consigne qui accompagne un sujet. Je ne sais pas si vous avez d'autres conseils à donner par rapport à l'identification du problème posé ou encore aux différents types de plans. Alors, conseil, je voudrais simplement inviter les apprenants à avoir beaucoup plus confiance en eux-mêmes. Oui. Parce que ils sont conscients du fait que quand ils ratent le problème posé, c'est qu'ils ont raté le plan, c'est qu'ils ont raté la production. Donc, ça crée un stress de performance avant même de commencer par vouloir traiter le sujet. Et je crois que c'est ça qui fait que beaucoup d'apprenants fuient également la dissertation pour notamment la contraction du test. C'est beaucoup mieux d'avoir confiance en soi-même. Quand on est sûr d'avoir compris le sujet, de s'y adonner tranquillement, de mettre le problème posé qui est venu et de mettre aussi le plan en fonction des idées, d'essayer de s'appliquer par rapport à toutes les recommandations qu'on a faites maintenant. Et je crois que le reste vient naturellement. Merci beaucoup. Vos conseils sont toujours aussi précieux et c'est un régal de vous écouter. Je vous remercie. Mille merci d'avoir accepté une fois encore notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Féru des belles lettres, amoureux de l'esthétique littéraire, c'est ici que s'achève notre émission sur l'identification du problème posé dans un sujet de dissertation ou de discussion et ainsi que sur les différents types de consignes qui l'accompagnent. Monsieur Ferdinand Miton-Baou était sur ce plateau et il a partagé des techniques essentielles qui représentent les préliminaires pour réussir l'exercice de discussion ou de dissertation. Cette série d'émissions porte sur l'épreuve de français au bac. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et nous nous ferons un réel plaisir d'y répondre lors de la prochaine émission. Excellente semaine de travail à tous. Abonnez-vous surtout à notre page pour ne rien manquer de nos différentes émissions. Portez-vous bien.